Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Sochaux, au musée de l'aventure Peugeot, et on va retracer le cœur de gamme, la série des 300, qui a débuté en 1932 avec la 301 et qui se poursuit aujourd'hui avec la troisième génération de 308 qui arrive tout juste en concession. On a ici au passage une 302 Darlmat Roadster Sport 1937. Et pour nous accompagner dans cette saga, on va retrouver le conservateur du musée, Hervé Charpentier. Bonjour Hervé. Bonjour, bienvenue au musée de l'aventure Peugeot. Merci. Est-ce qu'on peut commencer donc cette saga sur les 300 par la toute première, la 301 1932? Alors la 301, c'est le modèle qui fait que Peugeot va réagir à la crise de 29. On a sorti la 201 qui va nous préserver durant les premières années de cette crise parce qu'elle répond parfaitement aux conditions du marché à cette époque. Et la 301, elle, eh bien, elle est issue de la montée en gamme de Peugeot à ce moment où les gens qui subissent la crise de 29 vont continuer à acheter des voitures, mais c'est des gens un peu plus aisés qui continuent à avoir de l'argent et vont acheter. Donc on va aller plus loin et monter en gamme. Pour cela, il y a des innovations techniques sur ce véhicule. Exactement. Cette voiture, elle était également une évolution. Et c'est la première fois que va sortir une voiture équipée de roues avant indépendantes. C'est d'ailleurs celle-ci qu'on appelle la 301C, 301C pour confort. Alors, la 201, elle avait déjà eu juste avant, mais elle n'était pas née avec roues avant indépendantes. Celle-ci, c'est la première qui va les avoir. Alors, sinon, d'un point de vue esthétique, on est sur quelque chose d'assez classique, une caisse carrée, une recette assez traditionnelle pour l'époque. Oui, alors on a encore une caisse carrée parce que Henri Thomas, qui va être le premier grand styliste de la marque Peugeot, n'a pas encore révolutionné les lignes Peugeot. On n'est pas encore dans la recherche de l'aérodynamisme et on est encore dans les toutes premières 301. On a encore une calandre bien droite, la numérotation en haut, le trou de manivelle en bas. C'est quelque chose qui est très sobre, très simple, très efficace pour son temps. Néanmoins, Peugeot prépare déjà l'après et une révolution stylistique qui arrive avec le premier bureau de style Peugeot. Et la 301, donc la gamme, c'était berline à cadre glace comme ici. Est-ce qu'il y avait d'autres silhouettes? C'est peut-être la silhouette qui a eu le plus grand nombre de variantes. Ça peut aller de la berline 4 portes, vous allez avoir les coupés, les cabriolets, vous allez avoir des voitures à usage plus commercial, des limousines. C'est vraiment très vaste dans le domaine de la carrosserie. Puis surtout, vous allez avoir cette révolution stylistique qui fait qu'on va tout rechanger. Alors Hervé, la numérotation avec le 0 central, ça a commencé quand chez Peugeot? Alors tout commence avec la 201. Il faut savoir que cette numérotation, elle est bien calibrée. Et tous les chiffres ont une raison d'être. La 301, elle a le 3 en premier chiffre. C'est parce que c'est la taille de la voiture. Le premier chiffre, ça représente la taille de la voiture. La 301 est plus grande que la 201. Mais elle sera plus petite que la 401, qui sera plus petite que la 601, qui est vraiment le navire amiral de la marque à cette époque-là. Le dernier chiffre, c'est la génération. Autrement dit, vous avez la première génération des véhicules de taille 3. Ensuite, vous avez le 0 central. Alors le 0 central, il y a une légende urbaine qui dit que le 0 central est là pour signaler le trou de la manivelle. Ce n'est pas vrai. On le voit bien, hein, le 301 est là, le trou de manivelle est en bas. Le 0 central, c'est l'alliance qui va lier la taille de la voiture à sa génération. C'est avec la révolution du style et Henri Thomas, une fois de plus, qui va vouloir masquer le trou de manivelle sur les calandres, parce qu'il les juge pas très jolis, eh bien, il va basculer la numérotation Peugeot à partir de la génération 2 et jamais sur la génération 1, en bas de calandre, pour pouvoir masquer ce fameux trou de manivelle autour, derrière, le 0 de la numérotation Peugeot. À l'intérieur de cette 301, Hervé, vous nous parliez d'une montée en gamme en fait du modèle. Exactement. C'est une voiture qui est un peu plus spacieuse qu'une 201 et on est surtout dans la montée en gamme avec l'utilisation d'accessoires. Regardez les compteurs qui sont vraiment magnifiques, qui sont bien positionnés, qui sont encadrés dans un joli liseré chromé. Vous avez du simili-bois, hein, c'est pas encore l'utilisation de vrai bois dans toutes les voitures, hein, c'est parfois seulement peint, mais vous avez des petits filets pour pouvoir installer des petites choses, vous avez vos pare-soleil, vous avez les essuie-glaces, vous retrouvez également le rétroviseur.
on est dans quelque chose qui est un peu plus cossu que la voiture de base. On est dans une voiture qui se décline et en taille et en haut de gamme, on va dire. Avec la seconde génération, la 302 qui arrive en 1936, on est vraiment dans une rupture esthétique totale. C'est un bouleversement, on abandonne les caisses carrées pour une ligne totalement aérodynamique. Oui, c'est ce qu'on appelle la ligne en fuseau de Sochaux. Alors elle a commencé à être mise en place sur la 402. Et bien entendu, la 302, qui remplace donc la 301, hérite de cette fameuse ligne, puisque Henri Thomas va faire une génération de véhicules qui vont être totalement aérodynamiques, tous sur le même modèle. Alors on retrouve une grande calandre chromée, tout est aérodynamique, il n'y a plus rien qui gêne l'écoulement de l'air, les feux basculent derrière la grille, ce qu'on n'aurait plus le droit de faire aujourd'hui, et puis vous voyez la fameuse numérotation. On en a déjà parlé, la 301 avait son trou de manivelle en bas, ici, naissance de la légende urbaine, les trous de manivelle sont passer derrière le 0, et donc on voit l'esprit, une fois de plus, du style qui veut cacher tout ce qui est disgracieux. Alors la 302, il y a eu plusieurs types de carrosseries. Là, on a un rare cabriolet à capote en toile, mais il y a eu d'autres modèles dans la gamme où c'était pas de la toile, notamment les versions Eclipse. Et ça n'a pas existé sur la 302. Non. Alors l'Eclipse, c'est un modèle qui est apparu déjà la génération précédente avec la 401, la 601, mais qui va être magnifié sur la 402. Alors c'est un système de toit rigide. C'est la première fois qu'un toit rigide peut s'escamoter dans le coffre de la voiture, et le tout avec une simple pression sur un petit bouton, puisque la manipulation est électrique. D'accord. Là, on est donc sur capote en toile. On a des places supplémentaires à l'extérieur. Oui, alors c'est ce qu'on appelle parfois le siège belle-maman. Le siège belle-maman, pourquoi ? Parce que les mauvaises langues vous diront qu'en fait, on allait promener belle-maman en fonçant droit sur l'orage, et dès qu'il pleuvait, on se mettait à l'abri et on laissait belle-maman à l'arrière profiter de l'ondée. Mais bon, ça reste quelque chose qui était dit sur le ton de la plaisanterie. Et pour que belle-maman puisse accéder, en fait, il y avait deux marchepieds judicieusement posés sur l'aile arrière. Donc dans la série 300, pour les modèles de série, entre la 302 qui finit sa carrière précipitée par la Seconde Guerre mondiale en 1939 et la 304 qui apparaît en 1969, il y a un énorme gap. C'est celui qui aurait pu être comblé par la 303. Oui, alors la 303, elle était en étude. On en a même les maquettes de style, maquettes de soufflerie, qui a d'ailleurs été restaurée pour celle-ci par le style Peugeot. Et c'est grâce à eux qu'on peut la présenter aujourd'hui, sauf que cette voiture, elle ne va pas aller jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà en train de faire évoluer la voiture, et qu'elle a des développements technologiques qui font qu'on est à la limite du saut de série. Donc, on va aller et on va transformer le véhicule pour faire ce qui deviendra la remplaçante de la 403, autrement dit la 404. Et du coup, la 303 restera une très belle maquette de bois. Avec la 304, donc quatrième génération de la série des 300, modèle qui est lancé en 1969, c'est vraiment l'archétype de la berline des années 70. On a des lignes très anguleuses, des surfaces planes et puis aussi des couleurs très flashy. Oui, alors là, on est vraiment sur des voitures qui sont dans l'air du temps. La 304, il ne faut pas oublier qu'elle est dérivée de la petite 204. Elle est là pour donner une voiture qui est un petit peu plus cossue, un peu plus large aussi. On a des espaces intérieurs qui correspondent, puisque la cellule est la même. Mais on a une voiture qui est un peu plus longue, qui donne un autre style. On retrouve également des éléments stylistiques caractéristiques de son époque chez Peugeot. Vous revoyez des optiques qui ressemblent un peu à ceux de la 504, autrement dit aux yeux de Sophia Loren. La cellule centrale de la 304, donc c'est la même que la 204. Et à l'arrière, des lignes étirées pour avoir donc un véhicule plus statutaire, peut-être aussi un peu plus de volume de coffre. Oui, exactement, avec toujours cette forme de malle arrière, très, très plate, un arrière vertical pour le coup. On retrouve toujours des optiques qui sont dans la même veine, qui sont parfaitement intégrées dans leur temps. C'est
avec cette voiture, on installe une gamme très complète chez Peugeot. On va aller très loin. La génération 4, c'est la génération qui aura le plus de représentantes de l'Ion, puisqu'on va de la petite 104 jusqu'à la grande et statutaire 604. Autrement dit, tous les volumes sont exploités, de la plus petite, 104, puis 204, 304, 404, 504, 604. On n'a jamais retrouvé autant en fait dans la génération suivante. Non. C'est vraiment une des plus larges gammes avec la gamme 05. Et puis même si on se focalise sur la 304, on avait coupé, cabriolet, la berline, le break tolé un peu utilitaire, donc lui-même ratissé très large en fait le modèle. Oui, tous les modèles sont déclinés dans beaucoup de versions, mais c'est une façon de répondre dans des années qui sont les années des 30 Glorieuses, il ne faut pas l'oublier, à tous les marchés. Vous avez un marché du coupé, un marché du cabriolet. Peugeot est très présent sur ces marchés-là parce qu'ils sont très réputés pour leur coupé et cabriolet. Mais il ne faut pas oublier les berlines, les véhicules 6 glaces, donc ce qu'on appellera désormais les coffres, qui deviendront les SW plus tard. On va retrouver pas mal de choses. C'est vraiment quelque chose, un véhicule qui, dans sa gamme, dans son niveau, doit pouvoir répondre à tous les usages. En 1977, c'est la 305, donc la 5e génération de la série 300 qui apparaît. Et avec elle, c'est peut-être le dernier archétype de la berline à coffre, la silhouette à 4 portes traditionnelle. Oui, on est dans l'articulation d'un saut de génération où on commence à élaborer des nouveaux plans pour faire un véhicule plus moderne. On passe à la génération 5, c'est la première représentante qui va arriver sur le marché. On est en effet sur une silhouette qui reste traditionnelle parce qu'elle correspond encore à l'ère du temps. Mais attention, on est dans une période de crise, les temps changent et les goûts des gens vont également changer. On va bientôt quitter cette architecture traditionnelle qui a été très largement utilisée pour toute l'Europe. C'est en effet une des dernières qu'on verra facilement comme ça. Et la gamme de la 305, donc c'est cette berline tricorps, c'est également un break vitré et un break tolé en fait, c'est trois carrosseries. C'est ça, on est sur une silhouette qui va se simplifier, sur des silhouettes qui vont se simplifier. Faut pas oublier que dans cette période, Peugeot commence à ressentir les effets secondaires de la crise. Là où Peugeot n'a pas ressenti le premier choc pétrolier parce qu'il avait une gamme tellement vaste qui allait de la 104 à la 604 et qui permettait aux gens qui étaient impactés par la crise de pouvoir acheter des véhicules Peugeot du niveau inférieur sans changer de marque et donc sans perdre sa clientèle, eh bien Peugeot a peut-être mal géré son virage à l'industrialisation et la robotisation dans ses usines. Et là, on commence à percevoir que ce qui s'est fait ailleurs pour pouvoir réagir au premier choc pétrolier, eh bien, n'a pas été fait chez Peugeot et on commence à en voir les prémices, tout simplement. Alors à bord de cette 305 GT, on est dans quelque chose de haut de gamme. On a une coordination chromatique entre l'extérieur et l'intérieur, une sellerie en tweed, c'est vraiment l'archétype de la berline confortable. On est vraiment dans un saut de génération, comme on le disait. On est dans une nouvelle gamme de voitures, la génération 5. On le voit, l'intérieur est traité avec un styliste de renom. On va retrouver des éléments qui sont vraiment qui correspondent à l'ère du temps. On a une finition cossue. On a l'emploi de nouveaux matériaux qui correspondent une fois de plus à l'ère du temps. Il faut rapprocher l'automobile de ce qui peut se voir dans l'évolution des goûts qu'on va retrouver dans tous les domaines, aussi bien chez soi que dans sa voiture. Et on en a une expression. Vous avez les vitres électriques, vous allez avoir un toit ouvrant. Alors ça existait depuis très longtemps auparavant, mais là il est vitré, on commence à voir au travers. On a plein d'éléments qui font qu'on a une belle voiture qui est prête pour une jolie petite carrière. Et puis en même temps, là ça se voit peut-être pas à l'image, mais le moelleux de la sellerie, l'espace à bord, c'est vraiment un synonyme de confort. C'est exactement le rôle qu'on doit lui attribuer, puisque c'est une GT Grand Tourisme, donc il faut que ce soit confortable pour pouvoir rouler très longtemps.
Alors on quitte cette Peugeot 305 et là il y a une rupture non pas stylistique mais une rupture dans la numérotation parce qu'en fait on passe à la Peugeot 309 parce qu'à l'origine cette Peugeot 309 c'était peut-être pas une Peugeot. Elle n'est pas née Peugeot, tout à fait, elle était dans les cartons. C'est une voiture qui est en fait dans la droite lignée de toutes les voitures de la génération 5. On en reconnaît même un petit peu les lignes, on voit qu'elles sont bien inspirées de la génération 5. Néanmoins, on ne peut pas l'appeler 306 parce que elle n'a pas ce côté nouveau avec des grandes innovations. Néanmoins, elle correspond à un vrai marché. Donc, on va la produire et puis on va basculer, on va repousser le problème plus loin et on va aller lui donner son nom de 309. Donc, elle vient bien après la carrière de la 305 pour aller un peu plus loin et puis donner un second souffle un petit peu à ce segment des 3. Sachant que les autres voitures sont bien installées de part et d'autre dans la gamme, puisque vous avez la 205 d'un côté, la 405 de l'autre. Donc, on articule. Alors, au niveau de la cellule centrale, on le voit ici au niveau des portières, c'est des éléments de Peugeot 205, mais avec porte-à-faux avant allongé, porte-à-faux arrière étiré, et puis l'emploi d'un haillon avec une bulle, ce qui était vraiment dans l'air du temps à l'époque. Exactement. On est dans une voiture qui va chercher à se positionner autrement, mais on ne va pas dépenser sans compter. On a des éléments qu'on sait fabriquer, et comme pour la 304, qui était issue de la 204, eh bien on va faire la même chose, on va faire évoluer la 305 vers une 309, autour d'une architecture qui était déjà là, déjà quelque part dans les cartons. Et pareil, au niveau de la gamme, on a en série une version à 3 portes, une version à 5 portes. Je crois qu'il y a eu chez Uliès des tentatives de break en 3 et en 5 portes, mais qui n'ont pas donné suite. L'essentiel aussi, c'était pour les versions les plus emblématiques, les GTI, et les GTI, c'est super. Tout est dit dans l'argumentaire que vous venez d'employer, c'est qu'en fait, on n'a pas voulu dénaturer forcément l'image de cette voiture parce qu'on voulait l'orienter vers un typage un peu plus sport. Et donc là, le break et le sport ne sont pas faciles à faire matcher ensemble. Et on a les breaks dans d'autres versions, d'autres voitures qui sont très proches dans la gamme. Donc, on va rester sur cette silhouette malgré les essais d'autres stylistes qui restent très intéressants et qu'on peut garder en collection, en tout cas, pour les générations futures. Et comme vous, d'autres s'interrogeront sur le pourquoi du non-devenir du break 309. Après la parenthèse de la 309, on retrouve le cours normal de la numérotation avec cette Peugeot 306 qui incarne pleinement les années 90. Et avec la Peugeot 306, là on ratisse vraiment large parce qu'on a 3 portes, 4 portes, 5 portes, cabriolet, break. Tout est possible en fait pour le client. Oui, là on revient à ce que Peugeot aime faire, c'est-à-dire décliner des silhouettes très différentes pour pouvoir offrir et aller chercher toutes les niches pour une clientèle qui est toujours friande en fait de beaucoup de silhouettes et surtout des petits coupés ou des cabriolets, aussi bien des 3 portes que des 5 portes. Là, on va vraiment répondre à toute la demande pour un véhicule qui là, pour le coup, amène beaucoup de changements. Oui, parce qu'en termes de style, on a vraiment une modernité. On a cassé le moule des générations précédentes. C'est aussi quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux. Il y a pas forcément une montée en gamme, mais quelque chose de vraiment différent. Oui, le style change, évolue d'année en année, de génération en génération. On a quitté des caisses qui étaient, alors pas des caisses carrées, bien entendu, mais des caisses qui étaient avec des lignes bien définies. Et là, on revient à beaucoup plus de souplesse dans la ligne de ces voitures qui vont correspondre à leur temps, tout simplement. Et puis c'est un véhicule qui sait tout faire aussi parce qu'on a des cabriolets Roland-Garros qui sont assez huppés, on a aussi des versions en compétition des 306 Maxi. Donc au-delà des carrosseries, on a des usages les plus larges également. Oui, Peugeot en compétition va très souvent se servir de ces véhicules de série pour pouvoir porter la marque, ce qui est tout à fait normal. C'est fait pour. La 306 Maxi, on aura en effet une jolie petite carrière. Elle est un peu moins connue que sa grande sœur, la 205 T16, mais néanmoins, elle va faire parler d'elle. Et c'est un support de communication. Alors bien entendu, on se sert de tout ça.
Avec la 307 qui apparaît en 2001, Peugeot change de siècle et même change de millénaire. Et même si on est toujours sur une berline compacte qui est quand même au cœur du marché européen, la recette elle change. On a un véhicule avec un toit plus haut, un grand pare-brise, un peu monospace. Ça c'est du jamais vu chez Peugeot. Oui, ça permet également d'avoir plus de place dans l'habitabilité du véhicule. On change les proportions. Les lignes restent fluides et souples. Hein, on ne revient pas encore à des caisses beaucoup plus carrées. Là, on voit également que le Lion ne change pas encore de place. Il est toujours positionné dans la calandre. C'est une voiture qui va marquer son temps également. Une fois de plus, on va retrouver beaucoup de variations de silhouettes. Ouais, on va retrouver la 3 portes, on va retrouver 5 portes, cabriolet, on va retrouver des versions SW, hein, on voit apparaître ce qui devient le Space Wagon, l'ancien break. Avec des versions à 7 places même dans les breaks. Oui, hein, pour pouvoir offrir une place supplémentaire, hein, avec l'usage qu'on convertit. Là, quand on met 7 personnes dans une 307, on n'a plus de place de coffre, mais néanmoins, on peut transporter épisodiquement quelques personnes supplémentaires. Et au niveau du cabriolet aussi, il y a une nouveauté, c'est le coupé à toit rigide escamotable qui peut d'une certaine manière peut-être faire un lien, alors évidemment avec la 206cc, mais plus loin encore avec les modèles Eclipse. C'est une tradition Peugeot. C'est tout à fait ça. C'est l'héritière de l'Eclipse et en effet, le premier toit qui était coupé en deux, hein, qui se rabattait dans le coffre, était la 206cc suite à la production du concept car, le Vainqueur, qui portait bien son nom. En 2007, la Peugeot 308, la première du nom, garde les mêmes recettes architecturales que la 308. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, le toit haut, le grand pare-brise. Et pourtant, il y a plein de nouveautés sur ce modèle. Oui, alors c'est vraiment une voiture qui marque une fois de plus son saut de génération. Autrement dit, on va aller beaucoup plus loin. On va offrir une nouvelle expérience, aussi bien de conduite que de style. On remarque que les lignes quand même évoluent un petit peu. Le museau de la voiture s'affirme, c'est une des premières fois où il s'affirme autant. Vous avez une face avant qui est très typée. On retrouve un petit peu plus de caractère dans le style, hein, qui était plus lisse sur la génération d'avant. On retrouve un véhicule, alors ici, haut de gamme, on voit l'emploi des toits vitrés, par exemple, qui commence à se généraliser parce que ça plaît beaucoup au public. Puis l'habitabilité est très large, donc on est vraiment dans de la voiture confort une fois de plus. Et en même temps, c'est aussi un véhicule qui amorce une transition sportive parce qu'en 2011, il y a une version 308 GTI avec un petit i, moteur de 200 chevaux et qui fait revivre les 3 lettres mythiques chez Peugeot. Oui, et puis surtout la 308, première génération, c'est la dernière qui aura droit à son petit coupé spécial. Vous le reconnaissez rien qu'à l'avant, c'est le RCZ. Le RCZ qui était la 308 RCZ, concept qui va prendre réalité pour être produit durant quelques années, qui est déjà aujourd'hui une voiture collector pour la marque Peugeot, qui était déjà collectionnée avant même qu'elle ne soit finie d'être produite. En 2013, la Peugeot 308 de seconde génération change de recette pour concurrencer une Volkswagen Golf sur le marché des berlines compactes en Europe. Elle adopte une recette plus traditionnelle en termes de style, ce qui lui permet notamment d'être élue voiture de l'année en 2014. Et là, on a vraiment la version la plus emblématique, la GTI, qui fait 270 chevaux. Et ça, c'est peut-être un futur collector. Alors, c'est maintenant qu'il faut mettre ce genre de voiture de côté pour les collections de dans 30 ans. Une voiture de collection, c'est une voiture qui a plus de 30 ans. Mais néanmoins, ces voitures entrent déjà dans les collections de l'aventure Peugeot pour pouvoir préparer l'avenir, tout simplement. Et on est très fiers déjà de pouvoir présenter une 308 GTI et on la présentera réellement au public dans les collections permanentes dans 25 ans. Et pour clôturer donc cette saga des Peugeot de la série 300, on va naturellement vers l'actualité de la marque, la 3e génération de la Peugeot 308 qui est actuellement en concession, et puis il y aura une version break 308 SW qui étoffera le catalogue à partir du premier trimestre 2022. Et nous reste à remercier Hervé pour sa brillante collaboration
à cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre visite. N'hésitez pas à revenir quand vous voulez au musée de l'aventure Peugeot. Merci beaucoup. Dans la famille 301, il y a eu de nombreux modèles qui se sont illustrés en compétition, et cela dès le début, avec la 301 Type C Miramas, qui a battu des records de l'heure. On a ensuite la 302 Special Sport, toujours aérodynamique. Dans un tout autre registre, on a la 304 qui s'est illustrée en rallye. On voit d'ailleurs sur cette berline avec des extensions d'ailes, des projecteurs, donc vraiment un autre registre. Et puis en point d'orgue, on va terminer cette saga avec la 306 Maxi, qui s'est illustrée notamment en 1995 avec des pilotes comme Delcourt, Panizzi ou Chatriot, un modèle qui totalisait 290 chevaux. Alors nous, on vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!